Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au second tour des élections législatives. Comme la semaine dernière, nous sommes ensemble pendant 1 heure, une émission en partenariat avec France Bleu et Nice Matin. Laure de Beaulieu, bonjour. 4 débats au programme. Oui, avec d'abord la 9e circonscription, celle du Canet, à l'ouest du département, la 7e circonscription d'Antibes, la première à Nice et la 4e à Menton. On commence tout de suite donc ce programme assez chargé par la 9e circonscription. Vous l'avez dit, 2 invités sur le plateau pour un duel exclusivement féminin. Michèle Tabarot, bonjour. Vous êtes la sortante, vous êtes candidate LR-UDI. Dominique Philben, bonjour. Vous êtes candidat pour La République En Marche. Un petit rappel, Laure, sur le contour de la circonscription, très rapidement. Oui, c'est l'ouest du département, avec les communes du Canet, le canton de Grasse-Sud, Mougins, Montsartou, Pégoma, Auribeau-sur-Siagne et La Roquette-sur-Siagne. Et moi, je vous rappelle les résultats du premier tour pour être très clair avant de commencer et pour que vous compreniez les enjeux. Dominique Philben est arrivé en tête avec 34,5% des suffrages exprimés et Michèle Tabarot, deuxième, avec 29,25%. Plusieurs thèmes dans ce débat. Le premier qu'on a intitulé de la manière suivante: est-ce qu'on assiste lors de ce second tour à un débat entre les anciens et les modernes? Michèle Tabarot et ensuite Dominique Philben. Écoutez, je considère que sur cette élection, il n'y a pas de débat entre les anciens et les modernes, il y a un débat sur les valeurs. Je regrette un petit peu ce qu'on a laissé entendre aux électeurs ces derniers temps, avec d'abord l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, qui effectivement incarne le renouveau avec ses 40 ans, avec son dynamisme. Et puis face au mandat de M. Hollande, c'est vrai qu'il a donné une image différente de la France. Mais il y a 2 choses ensuite qui ne correspondent pas à ce grand message. C'est d'abord le gouvernement. On voit aujourd'hui un François Bayrou qui commence à être empêtré dans des affaires, garde des Sceaux. Il est censé assurer une certaine justice et en tout cas prendre de la hauteur vis-à-vis d'un certain nombre d'affaires. Il est directement concerné. On le voit téléphoner à des journalistes pour faire pression sur eux. Ensuite, au niveau des candidats, je trouve que c'est un petit peu regrettable. On nous a fait croire tout au long de cette campagne électorale que les candidats de la République En Marche étaient des personnes qui arrivaient dans la vie politique. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de circonscriptions de France, mais dans notre circonscription, Madame Philben a été candidate, elle, à Cannes en 2001, en 2002. Elle a été présidente des Verts. Elle a eu un engagement politique puisqu'elle soutenait Alain Lipietz d'extrême gauche, qui était favorable au vote des immigrés, à la régularisation des sans-papiers, tout ça. Donc il y a un engagement politique. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'on a des personnes qui viennent totalement de la vie. On va laisser répondre Dominique Philben. Je vous rappelle qu'on qu'on compte les temps de parole, donc on va veiller à ce que vous parliez à peu près le même temps. Dominique Philben. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les électeurs qui m'ont porté en tête du premier tour de cette élection. Et je vais répondre effectivement à vos remarques. Je ne renie rien. J'ai été effectivement chez les Verts jusqu'en 2002. Puis j'ai complètement laissé tomber l'écologie politique. Je suis juste restée écologiste en mon fort intérieur. Et donc je pense que ce débat entre les anciens et les nouveaux, moi je n'analyse pas cela de cette manière. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain, justement, ce débat-là? Est-ce qu'on vous le reproche d'être jeune en politique ou voilà. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est une question importante? Pas du tout. On ne m'a jamais fait cette remarque sur le terrain. Je pense que sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui intéresse les électeurs. Mais pour revenir sur le débat entre les anciens et les nouveaux, moi, je parle pas comme ça. Je distingue en fait 3 catégories. Il y a les conservateurs qui veulent que rien ne change. Il y a les idéologues qui s'imaginent qu'on peut consommer sans produire, qu'on peut emprunter sans rembourser, ou alors que la France peut se refermer sur elle-même, qui désignent des boucs émissaires. Et puis enfin, il y a les progressistes, dont En Marche fait partie, ainsi que d'autres personnes. Alors justement, on va aborder plusieurs thèmes. Il nous reste environ 10 minutes d'émission. Un thème national et puis ensuite un thème local, parce qu'on parle quand même à des électeurs de la 9e circonscription. Oui. On va parler d'économie avec notre partenariat de Nice Matin. Et une question qui est posée, Laure, on va parler d'économie. Oui, on parle d'économie avec Nice Matin et les lecteurs qui vous ont, mesdames, posé une question. C'est Denis Carreau qui vous la pose directement. Question de Michel de Cannes à Dominique Philben. Vous avez été porte-parole des Verts. Êtes-vous en phase avec l'orientation libérale du gouvernement?
Alors, Dominique Filben, on va vous laisser répondre. Vous verrez qu'il y a une question de Nice Matin à peu près semblable pour Michel Tabarot. Votre réponse à la question de Nice Matin. Je suis en phase, car notre économie a besoin d'être libérée pour améliorer l'emploi. Je suis d'autant plus en phase avec ces décisions qu'elles s'accompagnent de protections nouvelles. Un plan d'investissement de 15 milliards d'euros pour la formation professionnelle, une augmentation, une amélioration du dialogue social, et puis un droit au chômage pour tous, y compris les entrepreneurs et les agriculteurs. Si je peux me permettre, la question qui vous est posée à travers ces lecteurs de Nice Matin, c'est de savoir s'il n'y a pas une contradiction entre, effectivement, vous êtes d'accord avec tout ça aujourd'hui, mais avec ce que vous pensiez avant. C'est ça la question. Autant où vous étiez Europe Écologie. Autant, effectivement, où j'étais chez les Verts, j'y étais surtout pour des raisons d'écologie. Je n'étais pas forcément en phase avec certaines idées. C'est pour ça que j'en suis partie d'ailleurs en 2002. Alors vous allez voir. Je ne fais plus de politique depuis 15 ans. J'ai repris en avril 2016 parce que le projet porté par Emmanuel Macron, là, politiquement, me plaisait. Alors, vous allez voir, vous allez ensuite échanger sur ces questions d'économie parce qu'il y a une autre question de Nice Matin, cette fois-ci qui s'adresse à Michel Tabarot. C'est un petit peu sur le même thème. On écoute Denis Caro. Question de Martine Ducanet à Michel Tabarot. Êtes-vous favorable à la réforme du travail que prépare le gouvernement Macron? Voilà, donc c'est la réforme du Code du travail. Alors, vous allez répondre, Michel Tabarot. Ensuite, on va essayer de vous faire échanger parce que ce que se demandent les gens là, qui nous regardent et qui vont voter, c'est est-ce que vous pensez la même chose en matière d'économie, et surtout, oui ou non? Voilà. Et ce qui vous sépare, Michel Tabarot. Alors moi, concernant cette loi, si elle est en phase avec ce qu'on a pu lire dans la presse, on aura l'occasion de voir le texte, oui. Moi, mon action militante et mon action d'élu, ça a toujours été en faveur du libéralisme. Je vous rappelle que je présidais dans ce département démocratie libérale. Le monde de l'entreprise est un monde important pour moi, le monde des salariés aussi. Libérer le travail, c'est un combat de ma vie politique et donner surtout de l'oxygène à la France en supprimant ces 35 heures et en donnant la possibilité à chaque entreprise de discuter avec les salariés. Donc je dirais que je suis en phase avec mes engagements politiques. Je suis un peu plus surprise pour Madame Filben qui, on l'a dit, donc a un passé politique avec un appel aux 32 heures lorsque vous étiez aux côtés de Monsieur Lipiette. Donc j'ai du mal à comprendre, même dans votre vie de syndicaliste, comment vous allez vivre ces textes qui sont véritablement plus proches de la droite que de la gauche. Et est-ce que c'est un opportunisme parce qu'en ce moment c'est le candidat qu'il faut suivre, ou est-ce que vous êtes prête à faire une révolution culturelle sur ce que vous pensez profondément? Moi je crois qu'il faut être cohérent. J'ai une démarche cohérente dans ma vie politique. J'ai suivi un chemin, des engagements. Je pense que c'est voilà, c'est ce qu'on peut saluer dans mon action politique en tout cas. Voilà. Donc vous ne changez jamais d'avis. Moi, il m'arrive de me remettre en question et de choisir des chemins différents. En l'occurrence, le Code du travail, là, il ne s'agit pas, comme le disent certaines personnes, de complètement le mettre en l'air. C'est uniquement pour donner des possibilités aux entreprises de s'organiser au niveau de l'organisation du travail. Mais les grands principes, comme les 35 heures, comme l'égalité homme-femme, ne sont pas remis en question. C'est aussi un moyen d'améliorer le dialogue syndical, faire vraiment participer les syndicats. D'ailleurs, notre président a commencé. Et il faut croire que les nouvelles protections qui sont proposées face à cette libéralisation passent bien, puisque le dialogue se passe bien. Je vous donne un repère, il va y avoir un appel des syndicats justement à descendre dans la rue la semaine prochaine. Donc si ça se passait aussi bien que ça, vos anciens amis ou vos nouveaux amis, je ne sais pas, n'auraient pas fait cet appel. Et concernant les 35 heures, avec le texte préparé par M. Macron, c'est bien la fin des 35 heures, ce dont je me réjouis. C'est la raison pour laquelle je suis susceptible de voter ce texte, si effectivement il va aussi loin que nous avons pu le lire dans la presse. Alors, ce n'est pas du tout la fin des 35 heures. Les 35 heures resteront l'horaire légal de travail. Mais on pourra les aménager selon les besoins des entreprises. Tout à fait, donc c'est la fin des 35 heures. Voilà. Non, alors, je vous donne un repère, il reste 5 minutes d'émission. On va essayer dans chaque débat, je vous rappelle qu'on en fait 4, de développer un thème qui s'adresse directement
aux gens qui habitent dans le territoire de la 9e circonscription. Je propose qu'on parle de logement social. Dans cette circonscription, il n'y a pas beaucoup de communes qui respectent la loi SRU. La loi SRU, c'est la loi qui impose aux communes un certain nombre de logements sociaux. Si demain vous êtes élu député, est-ce qu'il faut changer la loi en la matière? On change un peu l'ordre, Dominique Felben et ensuite Michel Tabarot. Alors, on a déjà eu ce débat la semaine dernière, à Nice Matin. Et donc, Michel Tabarot disait que la commune du Canet, dont elle est maire, a autant de population que Hong Kong. Enfin, une densité de population égale à celle de Hong Kong. Donc, j'ai été vérifier cette information et j'ai vu quand même qu'à Hong Kong, il y avait 1000 habitants de plus au kilomètre carré qu'au Canet. Ça fait 7700 personnes. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de vouloir que la commune du Canet atteigne la densité de Hong Kong, mais la loi SRU, tout ce qu'elle vous demande, ce n'est pas 7700 logements en plus, c'est 400 logements en plus. C'est faux. Donc, alors, c'est faux. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'il faut changer la loi ou pas? Alors, cette loi, elle peut... Alors ça, je le dis à titre personnel, parce que ce n'est pas... Pour le moment, ça ne fait pas du tout partie des priorités du programme, mais je pense qu'elle peut être amendée et pondérée selon les problèmes que peuvent rencontrer des communes avec leur densité de population, justement, et puis le foncier qu'elles ont de disponible. Je pense que c'est quelque chose qui peut se rediscuter. Ce ne sont pas 400 logements que l'État me demande, ce sont 4000 logements. Et pour réaliser ces 4000 logements sociaux, il faut en créer 10 000. Si nous créons 10 000 logements sociaux, nous serons exactement à la densité de population d'Hong Kong. Aujourd'hui, 5600 habitants au mètre carré, la plus grande densité du département, la plus forte densité du département, la plus forte densité de la région. Donc ça sont des chiffres reconnus par la DDTM et donc par tous les acteurs. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'au lieu d'avoir une vision sectaire de ce sujet, il faut d'abord savoir combien il y a de personnes qui demandent des logements sociaux. J'avais parlé de 400, c'est peut-être ce que vous avez retenu sur la commune. Donc on me demande de créer 4000 logements. Il y a un décalage assez important. Ensuite, moi je demande qu'on prenne en considération les territoires. Toutes les communes de notre circonscription sont déficitaires au niveau des logements sociaux, toutes les communes. Alors, vous avez des communes qui sont touchées par les PPR incendies, vous avez des communes qui sont touchées par les PPR inondations, et vous avez des communes où il y a une densité telle, comme la mienne, qui a 95% du territoire construit. Je rappelle que c'est le fruit des personnes qui ont été avant moi. Donc moi, je demande que la loi prenne en considération le flux plutôt que le stock, c'est-à-dire qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut construire et en fonction de ça, qu'on applique un pourcentage de logements sociaux, mais pas d'une façon aveugle, les 25% imposés par l'État. Alors, pour terminer, ou presque, ce premier débat, pas l'émission, Laure de Beaulieu, vous allez nous rappeler le chiffre de l'abstention dans cette circonscription qui a aussi été très élevé. Oui, très élevé, 52,65% d'abstention dans la 9e circonscription. J'ai envie de vous demander à toutes les deux une réponse courte, s'il vous plaît. Comment on fait en une semaine pour mobiliser les électeurs à aller voter dimanche prochain, Madame Felben? Eh bien, je vais m'adresser à mes concitoyens de la 9e circonscription pour leur dire que s'ils sont absents dimanche prochain, il n'est pas encore trop tard pour faire une procuration. Ils peuvent aller sur le site internet de En Marche, cliquer sur procuration. À ce moment-là, on leur enverra un mail très rapidement pour leur donner les coordonnées d'une personne et ils pourront se présenter au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour faire effectivement une procuration. À ceux qui n'ont pas voulu voter par conviction, moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'ils participent au renouveau démocratique qui est en cours. Je comprends leur colère face à certaines pratiques politiques. Et vous leur demandez de se mobiliser. Je leur demande de se mobiliser. On arrive au terme de ce débat. Michel Tabarot, aux abstentionnistes. Écoutez, moi, les abstentionnistes, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans ce deuxième tour, à la fois parce que, quelque part, les gens étaient un peu fatigués de voir les primaires à gauche, à droite, ensuite l'élection présidentielle. Un président a été choisi, certains se sont déplacés pour voter, certains ont souhaité apporter une majorité au président, il l'a aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite dire aux abstentionnistes, c'est faites attention. Voilà, il y a un engagement politique historique de Mme Felben qui a été à gauche.
Je suis donc claire sur mes engagements. Je voterai les choses positives pour le pays, c'est-à-dire tout ce qui concerne le travail. Je serai très vigilante sur les problèmes d'immigration, de sécurité, de radicalisation, de laïcité. Et puis sur l'augmentation de la CSG, voilà un désaccord, je voterai contre, bien entendu. Merci. Donc il faut qu'il y ait du débat aussi au sein de l'Assemblée nationale. Merci à toutes les deux. C'était le mot de la fin, en tout cas pour cette première partie, ce premier débat. On va passer au second. On va un petit peu plus à l'aise puisque c'est la 7e circonscription. La 7e circonscription et 2 candidats, Éric Pauget, candidat LR-UDI, et Khaled Ben Abderrahmane, candidat pour La République En Marche. Laure, comme tout à l'heure, vous nous présentez rapidement les contours de cette 7e circonscription. 7e circonscription avec la grande ville, Antibes, mais également 12 autres communes qui sont Valbonne, Biot, Opio, Golfe-Juan, Châteauneuf-de-Grasse, Bar-sur-Loup, Tourette-sur-Loup, Le Rouret, Roquefort-les-Pins, Gourdon, Courmes et Cossol. Alors les rappels du premier tour de cette législative, les rappels de dimanche dernier, vous allez voir, c'est très serré, presque égalité. Ce dont on est sûr, c'est que le député restera un homme, puisque nous avons 2 hommes en duel. Le sortant ne se représente pas, c'est Jean Leonetti. Éric Pauget est arrivé en tête avec 32,20% et Khaled Ben Abderrahmane juste derrière avec 32,08%. Plusieurs thèmes dans ce débat qui concernent les habitants de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. D'abord, celui des inondations. La 7e circonscription a été durement touchée par ce phénomène en 2015. Question simple, faut-il changer la loi si vous êtes élu député pour les constructions dans les zones à risque? Éric Pauget et ensuite Khaled Ben Abderrahmane. Non, je crois que le cadre législatif existe aujourd'hui. Ce qu'il faut surtout, c'est nous donner les moyens opérationnels de mettre en œuvre une réelle protection contre ces problèmes d'inondation, contre ces problèmes climatiques. Et aujourd'hui, la force, c'est la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui, à partir de janvier 2018, va s'emparer de cette compétence et qui va pouvoir mettre en place un programme de travaux qui auront vocation à protéger les personnes et les biens. Et il faut rappeler qu'un problème de cours d'eau, il y a une source, il y a un aval et un amont. Et sur un problème comme la Brague particulièrement, les problèmes se posent dès la source, c'est-à-dire dès Châteauneuf-de-Grasse. Et on ne peut pas demander à des communes comme Châteauneuf-de-Grasse, comme Opio, comme Valbonne, de porter des travaux de cette ampleur et de ce coût. Et donc moi je crois vraiment que la communauté d'agglomération est l'échelon pertinent et c'est ce qui va se faire à partir de janvier 2018. Khaled Ben Abderrahmane. C'est aujourd'hui un cadre global qu'il faut regarder. Malheureusement, les politiques hasardeuses locales qui ne s'intègrent pas dans une logique globale nationale sont à l'origine de catastrophes. On ne peut pas aujourd'hui regarder un territoire avec des frontières administratives. Les frontières de la CASA, par exemple, ne prennent pas en compte ce qui se passe sur les 2 bords. La nature, elle ne reconnaît pas les frontières administratives. La nature, elle prend le dessus là où elle peut. Aujourd'hui, la démarche qu'il faut avoir, c'est une démarche globale et nationale. Donc, bien sûr que la législation est très importante. Et bien sûr que la législation doit aussi permettre aux acteurs locaux, les collectivités locales, qu'elles soient les collectivités municipales ou collectivités de communautés d'agglomération, voire au niveau départemental, d'avoir une cohérence d'une vision sur le territoire. On ne peut pas dire que d'un côté on peut bétonner sur le plateau à côté et ne pas penser que les conséquences, aujourd'hui s'il y a des morts à Biot ou à Mandelieu, ce n'est pas que parce qu'on a réglé le problème dans la CASA. Il faut le régler globalement. Alors justement, qu'est-ce que vous porteriez comme projet pour changer cette réglementation ? Aujourd'hui, c'est un projet que je dirais qui est transversal, qui est porté par M. Nicolas Hulot. On est rentré dans une phase de création d'une task force qui va accompagner la transition énergétique et la transition écologique. Et pour la transition écologique, le rapport à l'occupation des sols, le rapport à l'urbanisation, le rapport à la gestion de la densité galopante ne doit pas être vu par des collectivités qui ne travaillent pas avec la collectivité à côté. Et Nicolas Hulot a commencé ce travail-là. Il va proposer une loi bientôt, on l'espère en septembre, avec notre ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, pour pouvoir réfléchir sur comment l'État
va aider en tant qu'exécutif et avec un arsenal législatif les collectivités de façon à ce que ce millefeuille administratif entre mairie, communauté d'agglo puisse mieux fonctionner. Exactement. Merci Raled Ben Abderrahmane. Réponse d'Éric Pauget là-dessus, parce qu'on ne peut pas laisser le débat clos comme ça. Et ensuite on avance, répondre rapide. Un élément, c'est que l'État intervient déjà à travers ce qu'on appelle les PAPI, les plans d'action et de prévention d'inondation, puisqu'il finance à hauteur de 50% ses travaux. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les plans de prévention des risques, inondations. Et aujourd'hui, il faut qu'ils soient rapidement revus et corrigés à la lumière de ce qui s'est passé en octobre 2015. C'est là-dessus que les communes, que la communauté d'agglo et que l'État travaillent. Donc l'outil réglementaire et les outils législatifs, on les a déjà. Il faut les mettre en œuvre et les appliquer. Alors, on passe à autre chose. Partenariat avec Nice Matin, Laure. Oui, une question qui va vous être posée, Monsieur Pauget, par les lecteurs de Nice Matin, et c'est Denis Caro qui pose la question. Une question de Patrick Bonfils d'Antibes à Éric Pauget. Si vous êtes élu dimanche, est-ce que vous serez constructif avec la majorité présidentielle ou au contraire en opposition ? Alors, je serai un député qui fera preuve de discernement, comme je l'ai toujours été dans mon engagement public. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire, je ne suis pas quelqu'un de partisan. S'il y a des propositions qui sont faites par le président Macron et que j'estime bonnes, je les voterai, je le dis clairement. Et par contre, je m'opposerai sur des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs de la droite et du centre. Par exemple, typiquement, l'augmentation de la fiscalité et l'augmentation de la CSG, je m'y opposerai. Alors, deuxième grand thème qu'on va aborder dans cette émission, et toujours concernant les habitants de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, la technopole de Sophia Antipolis. C'est très important, elle est dans le territoire de cette circonscription. Si demain vous êtes député, quelle loi vous en proposeriez pour encourager le développement de ce genre de technopole, et surtout, qu'est-ce qui vous distingue là-dessus? Raled Ben Abderrahmane et Éric Pauget. Écoutez, on a la chance d'avoir un territoire qui est exemplaire, qui est le territoire de Sophia Antipolis. C'est un territoire qui allie deux aspects qui pour moi, sont le modèle qui doit être appliqué un peu partout. L'attractivité technologique, l'attractivité économique par un système qui permet à toutes les entreprises de s'y installer, d'être accompagnées, et surtout la gestion de l'occupation de l'espace. C'est-à-dire que ça a été fait dans le respect de la nature et en s'intégrant correctement dans son environnement. C'est un projet qui a été porté par quelqu'un qui m'est très proche, qui s'appelle Jean-Pierre Clarac, dans les années 70, avec qui j'ai collaboré longtemps, qui travaille avec M. Lafitte, et qui a une vision de l'occupation de son territoire avec le fameux triptyque, un territoire, on y habite, on y travaille et on y a ses loisirs. C'est pour moi un modèle qu'il faut retranscrire ailleurs. Et je ferai tout ce qu'il faut en tant que député pour donner tous les moyens pour que Sophia Antipolis puisse garder ces deux aspects. Laure de Beaulieu avec Éric Pauget, vous avez pas mal d'avance sur Raled Ben Abderrahmane. On va interroger Éric Pauget sur cet aspect de Sophia Antipolis, Laure. De Sophia Antipolis, surtout comment fait-on pour développer ce type de technopole et aussi bien aider à ce que Sophia vieillisse bien? Alors, Sophia, c'est une technopole qui est un écosystème unique en France, unique en Europe et peut-être unique dans le monde. Je rappelle quand même que c'est 36 000 emplois, 2200 entreprises ou établissements et que c'est une des rares technopoles qui, au cours des 10 dernières années, n'a pas perdu d'emploi. C'est une pépite que l'on doit préserver, bien sûr pour notre territoire, pour notre circonscription, mais pour le département et pour notre pays. On doit y avoir une attention totale. Comment l'État peut-il aider à développer ce genre de pépite, entre guillemets, puisque c'est votre terme? L'État est déjà fortement investi financièrement sur le fonctionnement de cette technopole. Aujourd'hui, tous les acteurs de la technopole, et ceux que j'ai encore rencontrés dernièrement, nous disent qu'il y a un problème au sein de cette technopole de Sophia Antipolis, clairement identifié, c'est le problème de l'accès, du transport et du tout-voiture. Parce que Sophia Antipolis a été conçue dans les années 70, à un moment où on était dans la période du tout-voiture, et où on se gare facilement dans Sophia et gratuitement. Aujourd'hui, le matin à 8h et le soir à 17h, Sophia devient un problème, et il ne faudrait pas que ce problème de transport soit ce qui nous pénalise dans le développement de Sophia Antipolis. Donc on doit tout mettre en œuvre pour améliorer les transports. C'est ce que l'on fait avec la communauté d'agglo, avec ce qu'on appelle le TCSP, le transport anti-propre. C'est ce que l'on fait avec le département en développant une ligne express Nice-Sophia, où on a doublé la capacité des bus et où on travaille avec Escota pour faire une ligne dédiée. Il faut que les actions à venir pour préserver et développer Sophia Antipolis se fassent autour de l'amélioration de l'accès à Sophia. Il nous reste 5 minutes dans ce débat. Je vous donne donc toujours un repère, partenariat avec Nice Matin. Question de Denis Caro, enfin posée par Denis Caro pour Raled Ben Abderrahmane. Une question de M. Lecoq d'Antibes à Raled Ben Abderrahmane. Qu'avez-vous prévu concernant l'imposition des petits retraités?
Alors, Des petites retraites, il veut oui, dire. Hein, on parle bien des corrige. petites retraites. Ouais. Pour les petites retraites, on a prévu quelque chose de formidable. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'ils ne payent plus leur taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation, si je prends un exemple comme Antibes, elle est de l'ordre de 460 € par foyer fiscal. C'est d'ailleurs une taxe qui est un peu plus élevée que la moyenne de ce qui est les villes de la même taille, qui est de l'ordre de 260 €. Mais en tout cas, les petites retraites, ils ne paieront plus la taxe d'habitation, et 2, ils ne seront pas touchés par la réforme fiscale sur l'augmentation de la CSG de 1,7%. C'est-à-dire qu'eux seront exonérés de l'augmentation de la CSG. Une réforme fiscale avec laquelle on a compris qu'Éric Pogé n'était pas forcément d'accord. Il nous reste 4 minutes. Je voudrais qu'on aborde un dernier thème qui est l'économie du tourisme. Je vous demande de me faire des réponses assez rapides, mais c'est important parce que vraiment ça concerne le territoire. La 7e circonscription, 2 éléments, le décret plage et la cause animale. Vous allez comprendre pourquoi. On commence par le décret plage lors de Beaulieu. Alors, le décret plage, effectivement, qui touche notre circonscription et qui, selon les plagistes, nuit à leur activité. Alors moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, justement? Est-ce qu'il faut le conserver, ce décret plage? Écoutez, moi, j'aime pas les applications de loi ou de décret avec brutalité. Le décret plage, c'est quelque chose qui a été voté par M. Leonetti en 2006 et qui, aujourd'hui, est appliqué d'une façon assez brutale, qui met en péril des investissements de plagistes qui ont mis des investissements sur des concessions très longues. Je propose une démarche qui est celle d'En Marche, qui est celle d'Emmanuel Macron. De rediscuter. C'est un moratoire, Ouais. c'est-à-dire on reporte l'application. 2, on discute avec les acteurs eux-mêmes. Et 3, en accord avec les acteurs, prendre en compte les spécificités locales. Merci. Je vous coupe, Raled Ben Abderrahmane, parce que vous avez vraiment Vous avez beaucoup d'avance. On va essayer d'équilibrer ça avec Éric Pogé. Éric Pogé. Éric Pogé, donc d'abord votre position sur le décret plage qui menace quand même au niveau économique un certain nombre de plagistes ici. Alors, je suis favorable à défendre nos plagistes, que ce soit ceux de Jean Lépin comme ceux de Golfe Géant. C'est une attractivité touristique très importante pour notre territoire et pour la Côte d'Azur. Je voudrais rappeler à M. Ben Abderrahmane qu'un décret, ça ne se vote pas, ça se décrète. Donc, M. Leonetti n'a pas pu le voter. C'est la loi qui se vote. Ce décret doit être aujourd'hui amendé. Moi, j'y suis favorable. Les plagistes et la profession ne sont pas contre le décret. Par contre, ils sont opposés aux modalités de ce décret. Et il faut qu'on travaille sur 2 éléments en particulier. Les durées de concession qui ne permettent pas aujourd'hui d'amortir les investissements qu'on va imposer aux plagistes. Et le deuxième élément, c'est le pourcentage de répartition des plages, puisque c'est du 50-50 sur l'artificiel, du 80-20 sur le naturel, alors qu'il faudrait prendre la totalité du littoral Antibois et Juanais, la totalité du littoral Golfe Juanais, pour amender ces problèmes de pourcentage. Et je pense que si on est d'accord avec le gouvernement de travailler sur ces bases-là, on doit pouvoir trouver une solution. Alors, je vous avais parlé de la cause animale. Vous me promettez de me faire une réponse très rapide parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que dans la circonscription, on va éviter de citer le nom, mais il y a un parc aquatique qui est d'ailleurs pas très loin d'ici, et il y a un arrêté de Ségolène Royal qui interdit la reproduction des dauphins et des orques en captivité. Le législateur doit-il intervenir? Vous me répondez de façon très brève. Éric Pogé, Raled Ben Abderrahmane. Oui, alors une nouvelle fois, c'est un décret, donc ce n'est pas quelque chose qui se vote. Il a été pris en catimini quelques jours avant la présidentielle, ce qui est absolument quelque chose d'inadmissible, sans concertation. Ce décret, c'est l'arrêt de mort du parc en question dans les 15 ans qui arrivent. Je pense que c'est une bonne chose de se préoccuper de la condition animale, mais si on ne peut pas prélever des animaux dans le milieu naturel, ce qui est une bonne chose, et si on empêche qu'ils se reproduisent en milieu artificiel, il n'y a plus de parc dans les 15 ans qui arrivent. Je rappelle que ce parc, c'est 1 200 000 visiteurs, c'est 200 salariés à l'année et 600 en été. Je dirais que je suis d'accord avec M. Éric Pogé sur ce point. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je vais juste dire que le rapport qu'on doit avoir à la nature sur le long terme, même si on a des intérêts économiques, doit toujours être dans le respect de la cause animale. Le taux de l'abstention dans cette circonscription? 52% également dans cette 7e circonscription. Donc très important. Pour clore le débat, un mot de chacun aux abstentionnistes. Raled Ben Abderrahmane, Éric Pogé. Alors je dirais, le 18 juin, on a la possibilité que ce territoire soit aussi en marche et puisse avoir un député qui puisse travailler avec le gouvernement et avec des gens qui sont à l'écoute
Alors que si on élit M. Pauget, il sera pendant 5 ans dans l'inaction, dans l'inefficacité, parce qu'il sera isolé avec quelques députés. Il ne pourra pas aider ce Merci, vous avez beaucoup d'avance. Et Éric Pauget pour conclure, merci. Alors, on nous annonce 400 députés en marche, c'est-à-dire une assemblée monolithique, monochrome, des députés qui seront aux ordres du président actuel. Moi, je propose qu'il y ait une opposition constructive, ce que je veux incarner, une opposition de discernement. Et donc, il faut voter pour les candidats de la droite et du centre, parce que c'est l'essence même de la démocratie et c'est l'essence même d'une assemblée apaisée. Il vaut mieux utiliser son bulletin de vote que d'utiliser la rue à la rentrée. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Fin de la 7e circonscription, on va à Nice. Nice, c'est plus précisément la première circonscription des Alpes-Maritimes. 2 candidats, Caroline Reverso-Megnetti pour La République En Marche et Éric Ciotti, le sortant candidat LR-UDI. Laure, présentation de la circonscription. La circonscription, c'est la première, elle est exclusivement niçoise et elle comprend les quartiers du port de Nice, de la vieille ville, également tout le centre-ville et une partie de la promenade des Anglais jusqu'à Magnan. Le rappel des résultats du premier tour de dimanche dernier. Éric Ciotti est arrivé en tête avec 35% des suffrages exprimés et Caroline Reverso-Megnetti deuxième avec 32,35%. Partenariat avec Nice Matin. Laure, une première question. Qui va nous donner le premier thème, Laure? Alors, le premier thème, il est extrêmement présent dans cette campagne. C'est Denis Carreau. Nous allons parler de la question des migrants. C'est Denis Carreau qui pose la question. Question de Franck Roche de Nice à Éric Ciotti et Caroline Reverso-Megnetti. Quelle solution immédiate d'abord et législative ensuite pour régler le problème du flux migratoire à la frontière avec l'Italie? Alors, vaste débat, on va vous demander d'être assez synthétique. Il y a 2 questions, mesure immédiate et ensuite mesure législative si vous êtes élu député. Caroline Reverso et Éric Ciotti. Je pense qu'il n'y a pas de réponse immédiate dans le sens où ce serait trahir les électeurs que de leur dire ça. Je pense que M. Ciotti parle de vérité. Je crois que nous devons la vérité à nos électeurs. C'est un thème extrêmement important qui nous touche effectivement au quotidien. Pour travailler en politique pénale et faire partie du groupe de défense pénale ici, je connais la question de l'immigration. Je fais une parenthèse parce que vous êtes avocate, hein, allez-y, continuez. Tout à fait. Et aujourd'hui, dire aux gens que le problème de l'immigration va se régler à l'instantané et demander aux ministres qui viennent aujourd'hui de constituer le gouvernement de prendre des décisions immédiates pour arrêter ce qui est en train de se passer, c'est complètement illusoire. Nous avons mis en place des choses et depuis le dernier gouvernement, j'aimerais rappeler une chose, c'est que M. Ciotti, cela fait 10 ans qu'il est député, il a été au pouvoir à une époque où il avait la responsabilité de cette question de l'immigration. Et aujourd'hui, le problème que nous découvrons, c'est un problème qui découle d'une politique qui date d'il y a plus de 5 ans aujourd'hui. Alors, venir dire aux gens, on va régler le problème immédiatement, c'est illusoire, parce que ce problème, il est international, parce que nous avons besoin de rétablir de vraies relations à l'international. Parce que, M. Ciotti, j'aimerais vous dire que quand nous avons aujourd'hui des Libyens qui arrivent, des Érythréens qui arrivent, des gens qui viennent du Soudan, c'est la guerre civile là-bas. C'est la guerre civile. Et qu'aujourd'hui, sur nos territoires, nous avons la police aux frontières. La police aux frontières qui, depuis maintenant des années, n'avait plus d'effectifs suffisants pour pouvoir contrôler nos frontières. Et que le contrôle des frontières, il a été rétabli qu'à partir de 2014, c'est-à-dire sous le précédent gouvernement, puisque auparavant, il n'y avait plus de contrôle aux frontières sur le quinquennat précédent. Et qu'aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, depuis 2014, nous remettons des contrôles à ces frontières. Mais la difficulté que nous rencontrons réellement, et ça il faut le dire aux gens, c'est que comment traiter la question de l'immigration quand vous avez des gens qui viennent de pays en guerre, de pays où ils ont perdu l'ensemble de leurs biens, et notamment leurs documents d'identité, et que vous ne pouvez pas contrôler l'identité des gens qui n'ont pas plus de documents d'identité. Merci Madame. Est-ce que votre réponse, Éric Ciotti, alors, sur cette... D'abord, vous posez une question, une réponse immédiate. La réponse urgente et immédiate, c'est un contrôle aux frontières réel.
Madame Reverso-Minetti, le contrôle frontière n'a pas été mis en 2014, mais en 2015, le jour de l'attentat qui a frappé Paris, où les autorités, légitimement, et j'ai soutenu cette mesure, vous voyez qu'à l'Assemblée nationale, je peux soutenir des mesures qui vont dans le bon sens, nous avons mis en place collectivement, ça a été un vote aussi, avec l'état d'urgence, ce contrôle aux frontières. Aujourd'hui, je constate que depuis 3 semaines, et j'ai d'ailleurs alerté le ministre de l'Intérieur qui est venu vous soutenir, mais il n'a pas daigné s'occuper de ce problème, ce qui m'étonne parce que c'est un problème grave. Depuis un mois, 5000 migrants sont arrivés à Menton. Et on voit encore aujourd'hui qu'arrivent chaque semaine et presque désormais chaque jour plusieurs centaines de migrants à Nice. Donc il y a une urgence immédiate, c'est d'assurer un véritable contrôle à la frontière. Et je pose la question, est-ce que ce nouveau gouvernement, depuis 3 semaines, a été plus laxiste que le précédent? C'est le sentiment que j'ai, même si j'entends que vous épousez complètement le bilan du quinquennat précédent. C'est normal, vous avez reconnu, et c'est votre droit, et c'est légitime, que vous aviez voté toujours pour la gauche, et notamment pour M. Hollande. Donc les positions sont claires. Sur le long terme, ce que nous proposons, et ce que je défendrai à l'Assemblée nationale, c'est que chaque année, nous votions d'une part des quotas migratoires, un plafond, parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde aujourd'hui. Il faut avoir cette vérité, le dire. Vous dites, ce sont des personnes qui toutes viennent de pays en guerre. C'est faux. Si vous regardez les nationalités, beaucoup des migrants, les Syriens arrivent en 6e ou 7e position en termes de nationalité qui arrivent et qui demandent l'asile des Libyens. Il y en a très peu. Donc c'est essentiellement une migration économique, ce qui peut se comprendre. Mais il faut aussi avoir la vérité de dire que la France ne peut pas accepter. Sur l'asile, moi je suis partisan du droit d'asile, bien sûr, c'est l'honneur de la France, mais en même temps, il ne faut pas laisser dévoyer le droit d'asile. Donc il faut des procédures extrêmement rapides pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas reconnus dans le statut de réfugiés puissent être expulsés vers leur pays d'origine tout de suite. C'est ça la réalité. Il faut avoir de la fermeté qui est gage d'humanité. Aujourd'hui, il n'y a ni fermeté ni humanité parce qu'on accueille des gens dans des conditions indécentes. Il faut de la fermeté et des accords, bien sûr, pour les renvoyer vers leur pays d'origine lorsqu'elles ne sont pas victimes d'actes de guerre. Alors, je vous remercie tous les deux sur ce thème. On ne fait pas tout le débat là-dessus. On va en reparler en plus dans le débat suivant puisque c'est la 4e et on va aller du côté de Menton. Deuxième thème qu'on va aborder, Caroline Reverso-Minetti et Éric Ciotti. C'est un petit peu confus aujourd'hui dans l'esprit des Français, dans l'esprit des électeurs. C'est pas forcément très très clair. Dans la perspective de l'élection de dimanche, je vais vous poser une question très simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie l'un de l'autre? Pourquoi voter Éric Ciotti plutôt que Caroline Reverso-Minetti ou l'inverse, Caroline Reverso-Minetti? Parce que je crois que je dis la vérité. Je dis la vérité notamment quand je m'exprime sur la question des migrants. Je pense que nous ne pouvons plus faire des effets d'annonce sans que ce soit suivi derrière des faits. Et aujourd'hui, trahir les électeurs en leur disant, notamment sur cette question fondamentale qui les interpelle, les propos tenus là sur une solution immédiate, et M. Ciotti finalement voudrait créer un mur. Aujourd'hui, il n'a plus donné depuis des années les moyens aux effectifs de police. On oublie l'immigration. Oui, sur d'autres thèmes, qu'est-ce qui vous distingue? Parce que c'est ça qui fait la différence entre M. Ciotti et moi. C'est-à-dire que la réalité, je la connais parce que je l'étudie au jour le jour et que je ne trahirai plus les électeurs parce qu'on leur doit cette vérité et surtout on leur doit une réelle efficacité. Et j'ai aussi une certaine différence avec M. Ciotti, c'est-à-dire que je pense très sincèrement que la vision de l'avenir que j'ai, elle est extrêmement positive, mais dans la réalité. Merci Caroline Reverso. Éric Ciotti, est-ce que vous êtes définitivement incompatible avec Emmanuel Macron et sa politique? Incompatible n'est pas le mot. Nous sommes tous des républicains en France. La différence est sans doute la conception de la nation que nous pouvons avoir. Je crois que les candidats En Marche considèrent finalement que la France vient un peu de nulle part, qu'elle n'a pas de racines. Moi, je crois à la force de notre histoire, de nos racines. Nous ne venons pas de nulle part. La France a un avenir justement parce qu'il y a ce passé que nous devons défendre, que nous devons promouvoir. Donc c'est cette conception de la nation
M. Macron ou les candidats qu'il soutient sont plutôt partisans d'une société à l'anglo-saxonne, où il y a des communautés religieuses, où leurs règles prédominent aux lois de la République. Moi, je suis sur une conception républicaine de la nation, où la loi de la République doit toujours être supérieure aux lois religieuses, où nous avons ces racines, où nous avons cette conception de la nation qui fait que la France ne peut pas être une terre ouverte à tous les vents, et qu'il y a des difficultés, que beaucoup de Français sont dans la détresse et que notre nation doit leur donner cette espérance pour la jeunesse, les protéger. J'entends jamais le mot de terrorisme islamiste dans les propos des candidats. Ils n'osent pas citer islamiste parce que c'est cette conception un peu de pudeur. Nous devons dénoncer le mal et nous devons le combattre. Merci Éric Ciotti, vous êtes en train de prendre de l'avance. Et Caroline Reverso, vous répondez juste sur ce qui vient d'être dit et on passe au dernier thème. Écoutez, moi je pense que les valeurs de la République, elles sont fondamentales et nous devons absolument combattre pour qu'elles restent les valeurs qui doivent nous diriger. Notre liberté, notre égalité et surtout notre fraternité. Et moi je pense que la France, elle est plurielle, elle est diverse et qu'on doit s'emparer de cette richesse pour porter la France sur un vrai rayonnement à l'international et ne plus l'enfermer dans un passé qui n'a plus lieu d'être. Il nous reste 4 minutes de débat avant le dernier débat sur la circonscription de Menton. Il ne vous a pas échappé qu'on a le sortant ici sur ce plateau, comme tout à l'heure avec Michèle Tabarot. Alors on va voir les perspectives de la candidate qui souhaite être députée et le bilan du sortant, le bilan avec vous Laure. Le bilan d'Éric Ciotti, qu'est-ce que vous... de votre bilan, quel est le point que vous voulez retenir aujourd'hui? Vous vous adressez là directement aux électeurs de la première circonscription, Éric Ciotti et Caroline Reverso. Le point, c'est le combat que j'ai mené, notamment en présidant la commission d'enquête sur le terrorisme, quelques jours après l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Nous avons obtenu des avancées importantes, qui ont été d'ailleurs soutenu par l'unanimité des membres de la commission, 30 parlementaires, contre le terrorisme. Je pense en particulier au PNR, le fichier des passagers aériens. Je pense à l'interdiction de sortie du territoire. Il aurait fallu aller plus loin. Je propose aujourd'hui la rétention administrative, mais nous avons travaillé dans l'unité. J'ai facilité l'adoption de la loi renseignement dans l'unité nationale. On nous dit aujourd'hui on sera dans une opposition stérile. Non, je sais où est l'unité nationale. Je suis un élu qui assume ses responsabilités, qui sert mon pays. J'aime mon pays au-dessus de tout et je veux que les Français soient protégés contre le terrorisme. Donc il y a ce travail. Globalement, je suis intervenu 1700 fois dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tous les classements me donnent parmi les 10 députés les plus actifs. Donc, j'ai respecté la feuille de route que m'ont donnée les électeurs en défendant 2 valeurs essentielles qui sont la source du redressement d'un pays qui va mal. C'est la liberté pour ceux qui veulent entreprendre, créer des emplois, donner de l'espérance à la jeunesse et l'autorité pour protéger les Français. Alors, on est en toute transparence, vous avez 2 minutes d'avance, Éric Ciotti, on va essayer de faire à peu près 2 minutes avec vous, Caroline Reverso. Alors, le débat n'est pas forcément égal parce qu'il y a un sortant et quelqu'un qui n'est pas sortant, mais si vous êtes élu député demain, vous allez arriver à l'Assemblée, vous pourrez être dans des commissions, vous pourrez avoir des domaines de prédilection. Quels seraient-ils, Caroline Reverso? Alors d'abord, je tiens à dire que faire des propositions, c'est très bien. De s'impliquer, c'est très bien. Mais derrière qu'elles soient appliquées, c'est mieux. Et c'est ce que je m'engage à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se disperser, ce n'est pas la solution. Proposer des choses pour les voir s'appliquer réellement à l'ensemble des Français, ça, c'est le but que je me fixe. Notamment sur, c'est vrai, la politique pénale, sur cette sécurité. Travailler avec l'international, travailler avec l'Europe, travailler sur les services de renseignement, travailler sur la cyberdéfense. Ça, c'est des sujets sur lesquels j'ai envie de m'investir parce que pour moi, c'est ça qui nous permettra aussi d'obtenir une réelle sécurité, nos concitoyens, mais pas seulement. Parce que depuis le début de cette campagne, et pour avoir été vraiment sur ce territoire, je me rends très bien compte que la thématique de la sécurité ne pourra être réglée que si nous abordons des sujets beaucoup plus vastes sur ce territoire. Parce que vous voyez, est-ce que M. Ciotti, député sortant, va souvent à l'impasse des Liserons, au fond de Bon Voyage? Parce que quand je vois ça, je ne m'étonne plus. Je suis allé vendredi dernier oui, mais que là, et ça fait 10 ans, monsieur, vous êtes député. Quand je vois l'impasse des Liserons, monsieur, je ne peux pas croire que vous souhaitez la sécurité de notre territoire. Parce que la sécurité de notre territoire, elle passe bien évidemment par l'attention et la considération de ces scandaleux, tout à fait. Et le gouvernement que vous avez soutenu l'a laissé dans cet état.
des mesures, mais vous étiez le député ici sur cette circonscription avec lequel vous êtes en proximité. D'opposition à l'Assemblée nationale. L'emploi, vous étiez dans la majorité socialiste. Remédier à l'éducation de nos enfants, faire du français une langue commune que tout le monde parle, écrit correctement. Je pense que c'est une priorité, c'est le premier chantier du programme d'Emmanuel Macron et je soutiendrai l'ensemble des votes des propositions de loi qui sont Le taux de participation, le taux d'abstention, dans la circonscription, Laure. Important aussi, 51% dans la première circonscription. Alors, pour terminer, on vous donne 20 secondes chacun pour vous adresser aux abstentionnistes. Mais vraiment, on compte. Éric Ciotti ? Je leur dis de ne pas se laisser voler leur choix. C'est à eux de décider. C'est un moment décisif pour notre nation. Et ils doivent s'exprimer. Il y a eu beaucoup d'abstention à droite. Et je leur dis de ne pas, à ces électeurs qui m'ont toujours fait confiance, de se mobiliser pour qu'on ne leur vole pas leur choix. Caroline Inverso. Moi, je veux leur dire que chaque voix compte, que leur voix compte et qu'il ne faut jamais qu'ils pensent le contraire ou qu'ils se laissent dire le contraire sur ces élections. Ils peuvent s'emparer d'une dynamique extraordinaire et inédite et je les invite vraiment à aller voter dimanche. Merci. Fin de ce débat, mais pas fin de l'émission. On va partir du côté de Menton. Dernier des 4 débats que nous vous proposons, la 4e circonscription avec 2 candidats en lice. Olivier Bettati, candidat apparenté FN, soutenu par le Parti frontiste, et puis Alexandra Valletta-Ardisson, qui est candidate pour La République En Marche. Laure, les contours de cette 4e circonscription. La 4e circonscription à l'est du département, à la frontière italienne. Et elle est importante, cette circonscription. Elle va de Menton à Breil-sur-Roya. Les résultats du premier tour. Alexandra Valletta-Ardisson a terminé en tête dimanche dernier avec 28,23%. Olivier Bettati, deuxième avec 23,36%. Là aussi, des thèmes qui concernent les habitants de cette circonscription. Premier thème, les transports. Un accès très compliqué souvent au bassin d'emploi de Monaco. Alors, je vous précise à tous les deux qu'il y a un problème de compétences. Par exemple, les TER, c'est la région. Donc, on ne va pas faire un débat d'1 heure là-dessus, mais il n'empêche que l'État et la loi peuvent donner les grandes orientations. Vos priorités en la matière, on commence par Alexandra Valletta-Ardisson. Il y a effectivement un gros problème de mobilité, de transport sur ce territoire. Je m'en suis personnellement rendu compte en le parcourant pendant ces 3 dernières semaines. C'est-à-dire qu'avec l'équipe de campagne, on a pris le train sur la ligne Nice-Cuneo et autres. Donc il y a effectivement un réel problème. Il y a d'une part, comme vous le disiez tout à l'heure, la compétence qui est de la région. Et il y a ce que nous, en tant que députés, on pourra faire ou non comme action. Je me suis entretenue hier avec Gérald Darmanin, donc notre ministre de l'Action et de la collectivité et des Finances publiques, qui m'a assuré que si j'étais élue donc dimanche prochain, il réunirait l'ensemble des ministres concernés, le ministre des Transports notamment, pour qu'il y ait une action interministérielle et un regard bien pointilleux qui soit porté sur ce territoire-là. Parce qu'il n'y a pas que le problème de la ligne Nice-Cuneo, il y a également des problèmes de transport sur le littoral, il y a également un problème avec les autoroutes, donc il y a un problème général sur ce territoire et il faut une action générale et concertée avec l'ensemble des intervenants et des interlocuteurs. Olivier Bettati, sur cette question des transports, quelle est votre priorité et qu'est-ce que vous allez proposer ? Bon, je suis un peu surpris d'entendre ma concurrente nous expliquer que les ministres travailleront au service des Azuréens que s'ils font le choix de soutenir les gens d'En Marche. Mais au-delà de cela, effectivement, ce sont des compétences qui ne sont pas des compétences d'État, mais des compétences de la région. La région qui est aujourd'hui dirigée par des gens qui soutiennent Madame et qui sont proches du président de la République. Il y a tout un tas de situations qui, avec les années, ont fini par devenir absolument invraisemblables, parce que la réalité du problème des transports dans cette circonscription, c'est un double problème. C'est d'abord le problème pour aller à Monaco, puisque Monaco est en réalité l'endroit où le plus de gens vont pour travailler. Vous avez, je donne cet exemple parce que c'est important de connaître la réalité des choses. Il ne suffit pas de prendre des trains. Vous avez par exemple à Villefranche 500 personnes qui habitent Villefranche qui tous les matins vont travailler à Monaco. Eh bien, depuis quelques semaines, malheureusement, la gare de Villefranche est une gare saisonnière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des trains exclusivement l'été. Et que donc on oblige 500 personnes à prendre une voiture pour aller travailler à Monaco. Je n'ai pas entendu qui que ce soit, à part moi, parler de ce problème. J'ai saisi
le nouveau président de la région, puisque l'ancien était occupé à faire campagne pour les candidats d'En Marche. Donc il ne s'est pas préoccupé de ce problème-là. Voilà une des choses aujourd'hui qui est un des principaux problèmes. Le deuxième, c'est la vallée du Paillon et la sortie de la vallée du Paillon. Pardon, mais c'est un sujet extrêmement important. Parce que la vallée du Paillon, ce n'est pas que des habitations, c'est aussi des entreprises. Et ça pose un certain nombre de problèmes. J'étais hier soir à une table ronde avec des entrepreneurs. Est-ce que vous savez, par exemple, combien de temps passe aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans la vallée du Paillon pour en sortir tous les jours dans sa voiture ? Je suppose que ça dépend des horaires. Parce que en général, les gens travaillent la journée, donc s'en vont le matin. Une bonne heure ? Non, c'est pas une bonne heure, c'est 40 minutes exactement. Toutes les entreprises qui travaillent ont fait ce calcul-là. Voilà 15 ans que, malheureusement, personne ne s'est occupé de ce type de problème. On laisse Alexandra Valletta-Ardisson répondre parce que vous prenez de l'avance. Allez-y. Ce territoire a été délaissé depuis de nombreuses années par les différentes politiques en place. C'est un constat, mais qui est plus qu'évident, et je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce sujet-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il y a, c'est les moyens d'action qu'on peut mettre pour y remédier. Et pour avoir des actions, pour pouvoir faire des actions, il faut avoir une compétence qu'actuellement, en tant que député, on n'a pas. Mais le seul moyen qu'on a d'agir, c'est avoir les pouvoirs d'interpeller les personnes bien placées, c'est-à-dire les différents ministères, c'est-à-dire l'Europe pour la ligne de train, c'est-à-dire toutes les personnes qu'il faut qu'on puisse mettre autour de ces dossiers, de ces différents dossiers. Il n'y a pas que le train, il y a l'autoroute. La ligne, effectivement, SNCF, avec les problèmes à Villefranche, effectivement, j'ai été saisie dessus. Merci. Je vous coupe parce que je surveille un peu les temps de parole, puis on a plusieurs thèmes à aborder. Partenariat avec Nice Matin, Laure de Beaulieu. Oui, partenariat avec Nice Matin. Et une question qui va vous être adressée, Madame Valletta-Ardisson. Écoutez-la, c'est Denis Caro de Nice Matin qui nous la pose. Question de Philippe de Beausoleil à Alexandra Valletta-Ardisson. En tant que novice de la politique, êtes-vous sûr de pouvoir bien nous représenter à l'Assemblée ? Alors, je suis novice en politique parce que c'est la première fois que je me présente avec mon propre nom à une élection. Ceci étant, ça fait plus de 25 ans que je fais de la politique en tant que militante et j'ai eu la chance dans ma carrière d'être pendant 4 années attachée parlementaire d'une députée, ce qui m'a donc permis d'être au plus près de la tâche et de la fonction. Et du coup, je pense pouvoir être rapidement opérationnelle tout en mesurant bien évidemment la complexité de la tâche. Vous êtes conscient que c'est une question qui est posée à tous les candidats d'En Marche. Question d'ailleurs subsidiaire. Vous avez un travail. Oui. Est-ce que vous êtes déjà organisé pour l'arrêter si vous êtes élu, comment vous allez faire ? Alors, je suis fonctionnaire territorial et donc il y a des dispositions spécifiques pour les fonctionnaires. Donc du coup, je pourrais me mettre en disponibilité à partir de lundi pour pouvoir exercer pleinement ma nouvelle fonction. Alors, deuxième thème qu'on va aborder, c'est pour ça que je me suis permis de vous couper dans les transports, parce qu'il y a un thème vraiment très important pour le territoire de cette 4e circonscription, qui est le thème des problèmes migratoires, on est à la frontière franco-italienne. Laure de Beaulieu. Les problèmes qui est prégnant dans cette campagne, Olivier Bettati, je commence avec vous. À la frontière franco-italienne, beaucoup de migrants passent depuis de nombreuses semaines. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place rapidement et sur le plan législatif ? Alors, c'est un problème évidemment complexe. La réalité est très simple. Il faut suspendre les accords de Schengen pour arrêter et pour pouvoir fermer nos frontières. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi j'entends depuis des années dire on ne peut pas, il ne faut pas, c'est compliqué. La réalité est très simple. Vous avez aujourd'hui, je prends cet exemple puisque tout le monde le connaît, M. Héroux, qui a une association qui est en fait une base logistique qui lui permet d'aller chercher des migrants en Italie et de les faire rentrer. Alors, porter secours à quelqu'un... Et qui sont demandeurs d'asile, ces migrants. Porter secours à quelqu'un dans le besoin, c'est un geste humanitaire que tout le monde doit faire. Aller sciemment chercher des gens qui sont en situation régulière, les amener en France, ça, c'est de la délinquance. Essayer coûte que coûte, parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que M. Héroux fait détruire les papiers de ces gens avant qu'ils rentrent sur le territoire. Il s'explique qu'ils sont mineurs. À partir de là, le conseil départemental doit les prendre en charge. Moi, je suis allé à la frontière l'autre jour. Je veux dire, aucun n'était mineur. On a essayé d'ouvrir en cachette dans la vallée à côté un centre de migrants à Contes. J'ai saisi Éric Ciotti en lui demandant que cela cesse parce qu'on ne peut pas imposer aux populations ce genre de choses-là. Je le remercie, il n'a pas donné suite à mon intervention à l'ouverture de ce centre. Mais le problème aujourd'hui est entier. Et je veux interroger ma concurrente. Nous allons allez-y. Rapidement, mais allez-y. Allez-y, posez la question. J'ai eu assisté à une scène très simple. Les gendarmes faisaient l'appel des migrants dans la gare de Breil-sur-Roya. Est-ce que tu trouves que cela est normal ? Je sais ce que tu vas me répondre et tu as raison. La réalité, c'est que jusqu'il y a 3 mois, ce n'était pas le cas.
Merci, ils étaient arrêtés. Non, mais ils étaient arrêtés par la police et reconduits à la frontière. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Très bien, on va laisser répondre. Juste une seconde, et après je laisserai mon temps. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Intérieur, pour sa première venue dans les Alpes-Maritimes, a préféré aller tracter contre Éric Ciotti plutôt que d'aller voir nos policiers à la frontière pour se rendre compte des problèmes. Alors, ça va droit dans ce que disait M. Macron. L'immigration est une chance pour la France. Merci Olivier Bétati, vous avez une avance énorme. Alexandra. On est dans la démagogie pure et dure et dans le fonds de commerce du Front National, et c'est dommage d'en arriver là à ce débat. Enfin, c'est franchement regrettable. Parler systématiquement du problème. Alors, tourner le débat autour de M. Héroux, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire que ça sur le problème migration. Commençons par ça. Donc voilà. Mais il y a des choses, je pense, beaucoup plus importantes à l'échelle nationale à faire que de parler du cas de M. Héroux. La fermeture des frontières prônée par le Front National, c'est quelque chose de complètement illusoire. À ce jour, si tu fais du terrain, et je pense que tu en as fait dans cette campagne comme moi, tu vois bien que quand on monte à Tende, les frontières et les contrôles aux frontières ont été rétablis. Pour mémoire, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a enlevé 10 000 postes d'agents de sécurité et de gendarmes. Pour mémoire aussi, je pense que c'était... Non, c'est pas grave. Non. C'est 13 000 sur l'ensemble quand il était garde des Sceaux. Non, quand il était ministre de l'Intérieur. Sur son mandat de président, quand il est ministre de l'Intérieur. Sur son mandat de président, c'est uniquement 10 000. Les chiffres, je les connais sans aucun souci. Et je rappelle pour mémoire que tu étais secrétaire national, que tu étais conseiller national de l'UMP à ce moment-là. Et que du coup, à ce moment-là, ça ne t'a pas spécialement posé de problème. Si, j'en suis parti. Donc, pour en revenir au problème de migration, ce que prône actuellement Nicolas Sarkozy, ce n'est pas une fermeture illusoire, ce que Emmanuel Macron n'est pas une fermeture illusoire des frontières comme le fait le Front National, c'est des actions concrètes. Les frontières, pour qu'elles puissent être fermées, ce n'est pas à l'échelle de la France qu'il faut que ça se passe, c'est à l'échelle de l'Europe. Et ce qu'il faut éviter aussi, c'est que les migrants aient envie ou besoin de venir jusqu'à nos frontières. Donc il y a un travail concret qui doit être fait avec les pays d'origine des migrants. Donc dire il faut que les frontières soient fermées comme bannière pour faire peur aux gens, et quand j'ai écouté hier une des vidéos sur lesquelles tu as fait qui dit les migrants qui passent c'est également des terroristes, on va arrêter. Les migrants qui passent ne sont pas des... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ne sont pas des terroristes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai dit que dans ce flux-là, il y avait un risque qu'il y ait des terroristes. Ça a été le cas de ceux du Bataclan, puisque sur les 5 qui ont été arrêtés, tués par la police, 2 étaient des Irakiens venus par là et 3 des Français revenus avec les migrants par l'Allemagne avec des faux papiers. C'est juste ça que j'ai dit. Il faut arrêter les amalgames qui sont le fonds de commerce du Front National qui servent à faire peur aux gens. Et les vérités dérangent, j'en suis bien conscient. Merci. On arrête sur ce thème, il ne reste pas beaucoup de temps. Partenariat avec Nice Matin, je vous le rappelle. Question de Denis Caro, qui est celle-là pour Olivier Bétati. Une question de M. Robert de Menton à Olivier Bétati. Vous vous présentez sous l'étiquette Front National, mais vous n'êtes pas membre du FN. Quand allez-vous régulariser la situation ? Je n'ai pas de situation à régulariser. Je suis un élu de droite. Je pense que c'est de l'humour de la part du... C'est de l'humour. Alors, une fois que j'ai fini de rire à ce trait d'humour, moi, je suis un allié de droite du Front National, tout simplement. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne m'a demandé de prendre la carte. Effectivement, je suis aujourd'hui candidat sous les couleurs du Front National et du CNIP. J'ai des divergences, et c'est pour ça que je n'y suis pas, notamment sur l'Europe, sur le programme économique. Et à titre personnel, moi, je suis contre cette histoire d'arrêt de l'euro. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui faire ça. C'est ce qui fait ma différence. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que je suis un allié du Front National, mais que j'en suis pas un membre. Vous reprenez de l'avance. Merci Olivier Bétati. Je vous donne une précision dans cette circonscription. On va voir un chiffre parce que c'est le seul débat qu'on a fait où il y a un candidat FN contre un candidat de La République En Marche. Donc je vous donne, du coup, on est dans la configuration du deuxième tour de la présidentielle. Au deuxième tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui l'avait emporté avec 51,61% des suffrages contre 48,39% à Emmanuel Macron. On verra dimanche. Très peu de temps, il nous reste 2 minutes. Dernier thème, beaucoup disent de vous deux que vous êtes parachutés dans la circonscription. Je voudrais votre avis. Alexandra Ardisson-Valletta, vous étiez conseillère municipale de Jérôme Biot à Grasse. Beaucoup disent, qu'est-ce que vous faites dans cette circonscription? Votre réponse? Mes grands-parents et ma famille sont issus du pays mentonné de Montier et j'ai passé une bonne partie de mon enfance. J'ai eu la malchance que mes parents aient divorcé, donc du coup forcément je me suis retrouvée avec ma mère de l'autre côté du département. Et concernant le parachutage, à la différence d'Olivier Bétati, moi j'ai renoncé à mon mandat d'élu à Grasse et donc du coup je suis entièrement sur la circonscription, sur la 4e circonscription. Olivier Bétati. C'est dommage que tu ne connaisses pas la circonscription parfaitement bien parce que moi je suis conseiller métropolitain qui englobe une partie de la circonscription. Mais simplement,
Non, c'est une question que tous les journalistes nous posent, et à toi et à moi. La réalité, c'est que les deux seuls que vous avez appelés des parachutés sont ceux que les habitants de cette circonscription ont choisi de mettre au deuxième tour. Donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra arrêter de perdre ce temps si précieux à parler de cette question qui n'intéresse strictement la participation, très rapidement, importante dans la quatrième, 53,39%. Alors, je vous donne, pareil que tout à l'heure, 20 secondes à chacun, le message aux abstentionnistes, vraiment respectez les temps de parole, sinon on ne s'en sortira pas. Alexandra Valletta-Ardisson et Olivier Pétati. Je voulais juste dire que contrairement à ce que tout le monde pense, j'allais dire la crainte de voir gagner le Front National sur la 4e circonscription est toujours bien présent. Et du coup, il faut absolument rester mobilisé jusqu'au 18 juin prochain. Merci Olivier Pétati. Message aux abstentionnistes. Il y a plus d'un habitant sur deux de cette circonscription qui n'a pas voté. C'est dire d'ailleurs le désarroi de beaucoup. Moi, je les appelle à se poser une question simple. Est-ce qu'ils veulent un député de plus noyé dans la masse ou est-ce qu'ils veulent une voix pour se faire entendre dans cette circonscription où, sur les migrants, notamment sur d'autres sujets, il faut avoir une voix forte qui porte. C'est ce que je serai. Merci. On verra dimanche. Merci Olivier Pétati. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de ces 4 débats. N'oubliez pas la diffusion sur l'antenne de France Bleu. Laure, merci à vous Laure d'avoir animé ce débat avec moi. Et puis vous pouvez retrouver cette émission spéciale sur nos sites internet respectifs, paca.france3.fr, francebleu.fr et nicepatin.com. À dimanche, là aussi pour nos soirées électorales respectives. Sur France 3 Côte d'Azur, ça commencera à 19h à dimanche.